C'est l'heure de votre grande édition d'information sur Star 21 TV. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à la une de l'actualité de ce soir. La campagne pour la présidentielle du 18 octobre prochain se poursuit à Conakry. Cette campagne se déroule sans incident majeur dans les communes de la capitale. Vous entendrez des militants des partis en lice dans cette édition d'information. Et puis, depuis la fermeture des frontières, commerçantes tout comme transporteurs éprouvent d'énormes difficultés. On parle même de la décomposition de certaines qualités de marchandises au niveau des frontières. Vous entendrez le cri de cœur d'un syndicaliste dans ce journal. Encore une fois, bienvenue. On vous le disait dans le sommaire, contrairement à l'intérieur du pays, à Conakry, la campagne présidentielle se poursuit sans incident majeur. Dans certains quartiers de Conakry, les militants des adversaires politiques font la campagne ensemble. Ces jeunes chantent et dansent sans aucune confrontation. C'est un constat de Kadiatou Bari et Ibrahima Kalissila. Côte à côte, main dans la main, ces militants du parti au pouvoir et le principal parti de l'opposition font la campagne présidentielle ensemble. Sans heurts ni animosité, ils chantent et dansent en abordant les couleurs traditionnelles de leur formation politique. Et ce que moi je veux dire à mes amis et à mes frères quand même, soyez attentifs, on va faire beaucoup de tensions quand même, parce que ce qu'on va faire, même si on fait des dégâts quand même, c'est nous les Guinéens qui vont se tuer maintenant, c'est nous les Guinéens qui vont mourir. Nous, il n'y a pas de guerre. Cité de là, quartier cité de là, qui ça, Bianja et l'île rouge, il n'y a pas de guerre. On ne connaît pas le mouvement de Ratomadi. Comme le Matoto, nous on gère dans notre quartier, il n'y a pas de guerre. Le message que moi je vais lancer, je vais dire à toutes les jeunesses guinéennes, de se donner la main. Ce que nous sommes en train de faire là, c'est pour le changement. Quoi de plus normal de vivre ensemble avant, pendant et après un scrutin présidentiel? Une question que tente de répondre cet autre militant en appelant aux Guinéens au plus grand sens de responsabilité. Moi, le message de paix que je vais faire passer à l'endroit de mes chers compatriotes, nous sommes ici d'un pays vraiment qui a beaucoup de potentialités. Une élection présidentielle ne signifie pas de créer la haine et de provocation des polémiques ethniques entre les différentes communautés. Ces militants de deux bords politiques ont juré bec et ongle de cultiver la paix, l'amour et la fraternité entre les Guinéens pour éviter la violence post-électorale. Les acteurs de la société civile condamnent la désorientation de la campagne électorale du 18 octobre, axée sur les attaques verbales des candidats en lice. Selon le vice-président de l'ONG Guinée paisible et solidaire, les leaders politiques doivent laisser le débat d'ego pour expliquer les projets de société à la population. Suivez sa réaction. La campagne aujourd'hui a une autre connotation dans notre pays. Malheureusement, cela est dû à l'appréhension des hommes politiques par rapport au sens qu'ils ont donné à la démocratie. C'est le lieu de le dire, ce n'est pas être politique, mais on peut faire la politique dans la pratique, mais aussi dénoncer ce qui est politique, mais qui n'est pas avantageux pour le peuple. Aujourd'hui, il se trouve que les hommes politiques inculquent un comportement purement communautariste au niveau de ces militants. Ce qui a irréversiblement impacté négativement d'ailleurs la campagne présidentielle. Sinon, si on va sur le plan du schéma actuel, le schéma politique actuel, il se trouve qu'on a, si vous voulez, un sujet externe qui est venu changer la donne, qui est la pandémie. Partant de cette donnée, il y a ce qu'on appelle la campagne participative, à travers les villages de campagne, pour éviter qu'il y ait des regroupements. Mais malgré cela, les gens comprennent autrement la campagne. C'est des attaques, c'est des injures par-ci par-là, mais si les états-majors des différents partis politiques ne sensibilisent pas, ne forment pas, n'éduquent pas leurs militants pour comprendre pourquoi la campagne, je pense que ça ne doit pas être une surprise pour tout le monde de comprendre pourquoi les militants vont à côté. Moi, je pense que la campagne, c'est amener les peuples à comprendre le projet de société qu'a un parti avant d'aller à un scrutin. La future gestion qu'on veut donner au pays.
tu es candidat à une élection présidentielle. Fais comprendre à travers tes militants, mais à l'ensemble du reste du peuple, que quand je serai élu, voilà les grandes orientations de développement que mon parti compte mettre à disposition pour que le pays puisse sortir de l'ornière. La sortie médiatique du candidat du RPG Arc-en-Ciel sur les antennes de nos confrères dans les médias étrangers est diversement interprétée au sein de l'opinion nationale guinéenne. Suivez. Dans cette interview de 17 minutes accordée à nos confrères de France 24 et RFI, le président sortant a passé au peigne fin toutes les questions relatives à la situation sociopolitique guinéenne. Face à ces journalistes, le candidat du RPG Arc-en-Ciel tente de défendre sa nouvelle constitution qui pourrait l'octroyer une présidence à vie. Premièrement, c'est une constitution où tout le monde a été consulté. Ensuite, lorsqu'il y a une constitution, ceux qui sont d'accord votent oui, ceux qui ne sont pas d'accord votent non. Comment on peut dire coup d'État lorsque la constitution des attentes du public n'a pas été soumise au référendum, alors que cette constitution est soumise au référendum? Je vous fais remarquer que les limitations de mandat sont venues du fait qu'il y a des chefs d'État qui restaient très longtemps et qui ne travaillaient pas. C'est là où on a fait les conférences nationales pour changer. Mais ce n'était pas un dogme, c'était quelque chose de conjoncturel. Et il ne s'agit pas de faire une présidence à vie. Moi, je me suis battu pendant 44 ans, j'étais opposant. Et j'ai été condamné à mort parce que j'étais emprisonné. J'ai gagné les élections en 1993, tout le monde le sait. J'ai refusé, bien que les militaires disent qu'ils étaient avec moi. J'ai dit que je ne suis pas venu pour gouverner des cimetières, mais les hommes, je suis parti. Donc si je voulais un président à sa vie, j'aurais déjà commencé à être président en 1993. Accusé d'être dictateur par ses détracteurs, le président Alpha Condé qualifie ses opposants d'être à la base du retard de la Guinée. Je suis un démocrate. Moi, je me suis battu, j'ai créé un parti, je me suis battu pendant 45 ans. Mes adversaires sont des fonctionnaires qui sont devenus premiers ministres. Après premier ministre, après avoir mis le pays à terre, ils ont créé des partis. Je pense que quand même c'est extraordinaire que moi, je me suis battu pendant 45 ans, je sois considéré comme un dictateur antidémocrate. Et ceux qui ont pillé le pays, parce que le président Conté disait, moi, je suis militaire, je ne m'occupe du camp et des frontières. Vous, les technocrates, ça fait ce qui est bien pour le pays. Vous êtes venu en Guinée en 2010, vous avez vu dans quel état on était. La Guinée a la particularité que les opposants sont tous des anciens premiers ministres. Récemment, Amnesty International a dans son rapport pointé du doigt les forces de sécurité dans la répression des manifestations contre le troisième mandat pour Alpha Condé. Le même rapport parle d'au moins 50 personnes tuées depuis le début de l'année 2020. Alpha Condé se défend en ces termes. Vous venez, vous n'interrogez pas le gouvernement pour savoir. Je vous fais remarquer qu'il y a des gens qui étaient habillés avec des choses de gris-gris comme des fétiches en disant anti-Barre. Amnesty fait des rapports unilatéraux. Ils ne font pas des enquêtes. S'ils faisaient des enquêtes, ils auraient vu que la plupart des gens qui ont été tués à Zéro-Corée ont été tués par des gens qui sont venus habillés, ils sont venus de Libéria et de Kenema. Et qu'on a arrêté un certain nombre d'entre eux qui sont actuellement jugés. Il y a certains qui n'avaient pas tiré, qui ont été libérés. Ceux qui ont reconnu qu'ils ont tiré sont encore en prison. Plusieurs sujets liés au droit sont pendants au niveau de la justice guinéenne, notamment le dossier des massacres du 28 septembre 2009. Sur la question, Alpha Condé promet un procès avant son départ au pouvoir. Toujours dans l'actualité, des syndicats de transport montent au créneau pour dénoncer la fermeture des frontières terrestres entre la Guinée et d'autres pays voisins. Selon eux, cette fermeture des frontières a occasionné des pertes énormes chez les transporteurs. Pire, certaines qualités de marchandises se trouvent actuellement dans un état de putréfaction. Suivez le cri de cœur de ce syndicaliste. Les commerçants, quand le camion ça prend beaucoup de temps, il y a des pénalités à payer. Mais on ne peut pas les imposer, certaines pénalités, quand c'est des choses qui n'ont pas été prévues, personne n'était au courant, donc on ne peut pas les imposer à ça. Mais le problème qui se pose, il y a des marchandises périssables, telles que le mayonnaise, même les tomates et le piment qui quittent au Sénégal aujourd'hui pour la Guinée. Quand les camions sont stationnés, on ne laisse pas passer, vraiment les commerçants ils vont perdre.
le peu de marchandises qui vont rester dans leurs mains et vont percuter tout le prix maintenant sur la population guinéenne, puisque c'est la population à la base qui vont consommer. Donc nous avons des problèmes. Quand les camions sont stationnés, il y a des transporteurs qui ont pris leurs camions à une dette à rembourser chaque fin de mois. Mais quand le camion ne travaille pas, nous ne pouvons pas, les transporteurs là ne pouvaient pas rembourser le dette qu'ils devaient à l'importateur de véhicules. Puisque nous, ce n'est pas l'État qui est en train de nous donner, nous n'avons pas de faveur auprès de l'État pour avoir notre camion, ni de douanement, ni autre chose. Tout ce que l'État demande au niveau des documents, nous prenons. Nous devons être quand même avisés pour ne pas laisser d'autres transporteurs charger leurs véhicules, aller au niveau de la frontière, ou ceux qui sont à l'extérieur, pour ne pas que ceux-là vont se déplacer avec la marchandise pour venir au niveau de la frontière, là où le camion ne passe pas. Puisque nous voulons seulement qu'il y ait la solution. Il y a la déclaration d'exportation qu'on appelle la déclaration d'exportation que la marchandise doit quitter avec au départ pour arriver à la destination. La destination de cette déclaration d'exportation, c'est au niveau de la frontière guinéenne, là où la douane guinéenne peut réceptionner le document visé, retourner pour le Sénégal ou pour Bissau ou bien pour la Sierra Leone, pour montrer une preuve que la marchandise est sortie dans l'air sol, c'était sous douane. Lorsque les camions sont arrivés, qu'est-ce que nous demandons à l'État? C'est de trouver la solution et effectuer une fourrure systématique pour les camions qui ont chargé la marchandise, pour nous aider, nous les transporteurs d'abord, et aider aussi la population. Nous sommes jeudi 8 octobre 2020. L'humanité a célébré la journée mondiale de la vue, une façon d'attirer l'attention de la population mondiale et les décideurs sur la cécité et la déficience visuelle. Environ 285 millions de personnes dans le monde sont atteintes de basse vision ou de cécité. C'est un commentaire de Yayo Moubaré. La journée mondiale de la vue est consacrée chaque année au problème de la cécité dans le monde. Elle vise à sensibiliser davantage l'opinion à la préservation et au traitement de la perte de l'acuité visuelle. Célébré chaque 8 octobre, cette année le thème choisi est « Un espoir en vue ». Une récente résolution de l'Assemblée mondiale de la santé en faveur de la santé oculaire marque la prochaine étape importante, avec l'engagement politique de prendre des mesures pour que les soins oculaires fasse partie intégrante de la couverture maladie universelle et pour mettre en œuvre des soins oculaires intégrés. Depuis 1978, l'OPC travaille sans relâche pour mener des recherches locales et apporter des soins aux personnes vulnérables touchées par la cécité et des maladies pouvant causer la cécité en Afrique francophone. En 2019, 7,7 millions de personnes ont bénéficié de traitements médicaux fournis dans le cadre du programme de l'OPC pour préserver la vue et lutter contre la pauvreté. Soins oculaires complets, maladies tropicales négligées et programmes de santé oculaire en milieu scolaire. Actuellement, 2,2 milliards de personnes sont malvoyantes et parmi elles, 1 milliard souffrent d'une déficience visuelle qui aurait pu être évitée ou qui n'a pas encore été traitée. Et cela coûte à l'économie mondiale 3 milliards de dollars chaque année. Le problème oculaire non traité entraîne des complications, empêchant les personnes atteintes de s'épanouir pleinement. Une personne devient aveugle dans le monde toutes les 5 secondes. Un enfant devient aveugle toutes les minutes. On estime à plus de 7 millions le nombre de personnes qui deviennent aveugles chaque année. Et puis, le mercredi 7 octobre 2020, l'humanité a célébré également la journée mondiale pour le travail décent, une occasion pour les travailleurs d'interpeller les entreprises et gouvernements, les droits des travailleurs et le niveau de vie pour mettre un terme à l'inégalité économique énorme et croissante. C'est un reportage de Jeannette Akou-Agodré. Le travail décent, une préoccupation majeure du Bureau international de travail BIT. En Guinée, le syndicat des travailleurs de maison se bat tant bien que mal pour trouver un travail décent à ses membres. Et cette année marque le 12e anniversaire de la Journée mondiale pour le travail décent, lancée par la Confédération syndicale internationale, qu'on appelle CSI, le 7 octobre 2008, pour célébrer ceux et celles qui se sont battus
en première ligne du mouvement ouvrier et ont donné aux travailleurs les avantages et les normes dont nous jouissons. De meilleure protection, des considérations de santé et de sécurité. Tout aspect d'un emploi sûr dans le cadre de la protection du travail que nous pourrions tenir pour acquis est le produit des efforts inlassables des travailleurs et travailleuses et syndicalistes qui ont demandé et continuent de demander un travail décent. Les travailleurs ont besoin de salaires décents, d'une stabilité et d'une sécurité dans le travail, de la cupidité des entreprises qui déterminent les règles de l'économie. Cela signifie de veiller à ce que les salaires minimums soient suffisants pour garantir un niveau de vie décent et que tous les travailleurs usent aient le droit d'adhérer à un syndicat et de négocier collectivement. Cependant, ces mêmes dispositions et ces victoires historiques ne sont pas appliquées horizontalement dans tous les secteurs. Nous continuons à lutter pour la justice au travail, à son tour la justice économique, afin qu'il soit atteint pour celles qui pèsent sur leur dos le travail systématiquement invisibilité comme le travail domestique. 71% des personnes pensent que les gouvernements doivent agir en faveur d'une hausse des salaires des travailleurs et des travailleuses. 80% des personnes estiment que le salaire minimum de leur pays est insuffisant. Et puis sport, pour finir, l'association sportive de Kaloum ASK remplace le Wakria AC en coupe de la Confédération africaine CAF après un prétendu désistement du club de Bokeh par faute de moyens. Cette décision irrite la colère des dirigeants de Wakria. C'est un commentaire de Mohamed Salou Diallo. Quelques jours après, l'affaire continue d'alimenter les débats. Le mardi 6 septembre 2020, dans un dossier de presse, la Ligue guinéenne de football professionnel a mis à la disposition des médias l'ensemble des correspondances de façon chronologique entre la Fédération guinéenne de football, la Ligue guinéenne de football professionnel et les clubs impliqués directement dans la campagne africaine au compte de la saison sportive 2020-2021. Parmi les correspondances, il y a celle du Wakria AC qui date du 1er mai 2020. Dans ce courriel, Minkaïl Sampoum, président du club, mentionne un éventuel désistement de son club. Prise en charge, c'est avec regret, pincement au cœur et contre toute logique sportive que nous, Wakria AC, ne serons pas en mesure de prendre en charge 2 ou 3 déplacements. Billets, primes, hôtels, restauration et frais divers pouvant aboutir à la phase des poules, donc nous ne pourrons pas honorer notre engagement de participation. Peut-on lire? Après la publication des courriers par la Ligue guinéenne de football professionnel, Alassane Sampoum, vice-président du club, réplique dans un entretien accordé à nos confrères du site Foot 224 que son club n'a pas renoncé à sa participation, avant de démentir l'information selon laquelle le Wakria AC a envoyé un courriel de désistement. Si l'État ne prend pas en charge les clubs qualifiés en compétition africaine, le mardi 6 septembre 2020, la Ligue guinéenne de football professionnel a dévoilé le courrier de désistement du club de Bokeh. Ces attaques et contre-attaques par médias interposés n'honorent pas le football guinéen, qui souffre ces derniers temps à cause du manque de moyens de financement. Affaire à suivre. C'est ce télémon de sport qui met un terme à cette édition d'information. Merci à tous pour votre aimable attention. Mais avant de vous quitter, comme toujours, je vous invite à suivre votre rubrique Écho dans la cité, une rubrique qui donne la possibilité aux citoyens de s'exprimer sur des sujets brûlants de l'actualité sociopolitique guinéenne. Bonsoir, chaud. Dans l'ensemble, les Guinéens ont perdu le statut de citoyenneté parce qu'on s'intéresse beaucoup plus à la politique en oubliant
la question nation. La Guinée est une nation. Je crois que les leaders politiques, tout ce qui est politique, doivent être à mesure d'avoir le temps d'éduquer les militants. Parce que je vois des choses sur les réseaux sociaux qui ne consolident pas la paix dans le pays, qui ne consolident pas la quiétude sociale, et ça c'est très grave. Et chacun des leaders doit essayer de vraiment de passer les messages de paix, de citoyenneté, pour que les Guinéens sachent qu'on est tous égaux dans ce pays et que chacun doit vraiment essayer d'avoir le statut de réserve. Et aujourd'hui, la Guinée est confrontée à une activité politique, mais ce qui, moi, personnellement, me fait plus mal, c'est l'ethnocentrisme dans la politique. Qu'on confond la politique aux différentes ethnies. Genre, moi, je suis Malinké ou je suis Peul ou je suis Soussou. Qu'on fasse une étiquette, qu'on colle une étiquette. Si tu n'es pas Soussou, tu ne peux pas voter pour RPG. Si tu n'es pas Malinké, tu ne peux pas voter pour RPG. Ou bien si tu n'es pas Peul, tu ne peux pas voter pour RPG. Même si tu es Peul, Soussou, Malinké, chacun est libre de faire son choix. J'ai suivi l'interview du monsieur le Président, ou alors du candidat monsieur Alpha Condé. Je me suis rendu compte que la Guinée va de mal en pire. C'est monsieur Alpha Condé, président de la République, qui a effectué 2 mandats consécutifs, qui force pour se présenter pour un 3e mandat. Et cette sortie de M. Alpha Condé nous prouve à suffisance que vraiment cette présidentielle n'a plus sa raison d'être. Franchement, j'étais déçu par rapport à l'intervention de M. le Président de la République, le professeur Alpha Condé. Je voyais quelqu'un qui était un peu fatigué. Et la chose qui m'a beaucoup déplu et qui m'a beaucoup touché par rapport à ces interventions, c'est qu'il ne répondait pas réellement aux questions posées. Et je voyais un monsieur qui avait quelque chose derrière la tête, qui ne voulait pas réellement répondre aux questions des journalistes qui étaient là. Et surtout le fait qu'on a posé la question par rapport au dossier du 28 septembre. En fait, il dit qu'il faut construire un immeuble, des choses comme ça qui n'ont rien à voir avec la justice, parce qu'on n'a pas besoin de construire un immeuble pour qu'il y ait la justice dans un pays. Et vous ne respectez ça sans savoir que sans justice dans un pays, il n'y aura jamais la liberté. Donc moi, c'est un monsieur que j'attendais beaucoup sur l'angle de la justice, sur l'angle de droit. Mais voir un monsieur, un professeur, à qui je comptais beaucoup, dire devant la face du monde qu'il faut construire un immeuble pour qu'il y ait vraiment la justice dans son pays, vraiment j'étais navré, j'étais dépassé. Oui. Son discours n'était pas à la hauteur, j'ai l'impression qu'il n'était pas prêt et c'est comme s'il avait quelque chose derrière la tête. À chaque fois qu'on lui posait les questions, voilà, il remenait les mêmes discours, les anciens premiers ministres, et qu'il a fait un combat de 40 ans, tout ça là. Aujourd'hui, le pays n'en a pas besoin. Le pays n'en a pas besoin. Il faut qu'on se dise la vérité. Le professeur Alpha Condé, on misait beaucoup sur lui, mais il a dessus. Réellement, il a dessus. Parce que moi, c'est un monsieur que j'attendais juste sur 4 angles. C'est-à-dire la justice, qu'il vienne, qu'il mette les institutions sur place, qu'il y ait vraiment, c'est un professeur, qu'il y ait une bonne éducation dans ce pays. Voilà, qu'il y ait un bon, je disais la justice, l'éducation, et quoi encore, voilà, surtout ça, surtout sur ces points. Mais franchement, j'étais déçu. Je pensais qu'à la dernière minute, le monsieur pouvait vraiment rentrer dans l'histoire, mais franchement, il y a un problème. Ouais, ce qui me touche beaucoup au niveau du système politique en Guinée, c'est qu'il nous manque des leaders. En fait, je n'arrive pas à voir quelqu'un à qui je peux réellement me reconnaître réellement. C'est vrai, cette fois-ci, on a besoin d'un changement, quelle que soit la personne. On veut l'alternance dans ce pays. Parce que le professeur tente quelque chose qui est vraiment suicidaire pour ce pays. Penser d'un 3e mandat, vraiment, on n'attendait pas du tout de lui.
On n'attendait pas du tout de lui.